va dire que la pleine conscience, c'est la principale ressource pour gérer son stress, pour l'intelligence émotionnelle, pour se développer, pour apprendre et pour mettre en œuvre ce qu'on a appris dans les formations qu'on fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. En ce début 2025, on reçoit Xavier. Alors Xavier Floquet, tu travailles chez BNP Paribas, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci Clément. Tu vas nous en dire plus sur un sujet qu'on n'a jamais traité dans ce podcast, les super pouvoirs de la méditation. On a d'ailleurs sorti un livre et on va commencer par une présentation te concernant. Alors tu es responsable de la QVCT, du développement des compétences chez BNP Paribas Asset Management. BNP Paribas est un grand groupe, tu vas peut-être nous en dire plus. Tu travailles dans ce groupe depuis 2009. On va parler méditation, pleine conscience. Mais pour débuter, peut-être que tu peux nous dire un mot sur toi, ton parcours et comment tu en es arrivé à traiter ces sujets. Avec plaisir. Asset Management, c'est la filière de la gestion d'actifs de BNP Paribas et je travaille dans le groupe depuis longtemps. J'ai travaillé dans différents domaines, les achats, la transformation. Et depuis 3 ans, je suis responsable de la QVCT donc, et du développement des compétences. Et comment je me suis intéressé à la méditation d'une façon assez simple et classique. Comme beaucoup de cadres avec des responsabilités, à un moment de ma vie, je me suis retrouvé avec des troubles du sommeil qui étaient liés, je l'ai compris après coup, au stress qui s'était installé durablement, le fameux stress chronique. J'ai essayé plein de trucs avant de tester la méditation, mais vraiment plein de trucs. Donc je suis allé vers la méditation un petit peu en me disant « j'y crois pas, mais allons-y ». Et j'ai participé à un programme pour apprendre à méditer, devenir autonome. Ça m'a pas aidé à mieux dormir au début. À un moment donné, je me suis dit, ça marche pas, je vais arrêter. Et puis ma femme m'a dit, non, continue. J'ai dit, je dors pas mieux. Elle m'a dit, oui, mais t'es beaucoup moins chiant à la maison, t'es plus sympa avec les enfants, t'es plus sympa avec moi. Et effectivement, il y avait des choses qui bougeaient, donc j'ai continué. Quelques semaines après, je dormais mieux. Et j'ai vraiment installé ça dans ma vie. Et je suis devenu aussi instructeur après pour aider des autres personnes à découvrir les bienfaits de cette pratique-là. Et j'ai instruit 2 programmes, donc en parallèle de mon activité chez Asset Management, même si je fais aussi des choses autour de la méditation chez BNP Paribas. Je fais le programme MBSR, qui est le programme le plus classique et reconnu pour notamment la réduction du stress. Et j'instruis également un programme en entreprise qui a donné lieu au bouquin dont tu as parlé tout à l'heure. Très clair. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur la méditation, tu veux nous en dire plus sur le groupe BNP Paribas. Pour ceux qui nous écoutent, on n'a jamais reçu personne de ce groupe BNP Paribas, dans plusieurs dizaines d'épisodes. Comment ça fonctionne? Plein d'entités, plein de filiales. 380 000 personnes dans le monde, une implantation géographique un peu partout, plein de filiales avec des métiers différents, de la banque de détail à la banque d'investissement, passant par la gestion d'actifs, l'assurantiel. Voilà, un groupe immense et comme tous les grands groupes, notamment la possibilité dont j'ai bénéficié de pouvoir changer de métier régulièrement, ce qui est assez chouette. Toujours dans le monde de la formation ? Non, achat au départ. Okay. Alors toujours dans des rôles de manager, mais au départ dans les achats, j'étais responsable des achats sur tout ce qui est logiciel. Donc j'ai signé des très gros contrats pour BNP Paribas avec les SAP, Microsoft, IBM, etc. Après de la transfo, j'ai accompagné la transfo d'une fonction de la banque. Donc voilà, une belle carrière. En tout cas, qui m'a beaucoup intéressé. Donc 16 ans au sein du groupe BNP Paribas et en parallèle, plusieurs ouvrages écrits, plusieurs participations sur ce thème qui te... Alors autour de la méditation, ça fait 10 ans que vraiment je travaille sur ce sujet-là pour moi, puis pour les autres. Et donc je suis aussi formateur dans d'autres entreprises. Alors je forme au sein de BNP Paribas à la méditation aussi. Mais je suis aussi formateur pour d'autres entreprises en parallèle. Et comment tu as trouvé les premiers éléments pour faire de la méditation? Il y a des contenus, il y a de la formation, il y a des applications. C'est quoi le... Alors il y a plein de choses. Souvent le premier contact des gens avec la méditation, ce sont les applications. Et c'est vrai que pour vulgariser, c'est très bien. Moi, le fait est que mon premier contact avec la méditation, c'était un livre qui proposait en fait une méthode sur plusieurs semaines pour commencer à s'y mettre avec des enregistrements. Alors c'était il y a 10 ans, donc c'était un livre avec un CD, ça n'existe plus. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, j'ai fait des programmes avec des instructeurs pour aller au-delà. Ok, alors on va parler
de la pleine conscience. Quand on a préparé Ouais. ce podcast, tu m'as parlé de ces deux mots que je ne connaissais pas, qui Mhm. sont une forme de méditation, et j'imagine que certains qui nous écoutent ne connaissent pas non plus. Peut-être que tu peux commencer par nous donner une définition. Bien C'est sûr. quoi la pleine conscience quand on Alors, parle de méditation? pleine conscience ou mindfulness en anglais, euh, on va dire que la pleine conscience, c'est la principale ressource pour gérer son stress, pour l'intelligence émotionnelle, pour se développer, pour apprendre et pour mettre en œuvre ce qu'on a appris dans les formations qu'on fait. Apprendre et mettre en œuvre ce qu'on a appris, c'est deux choses assez différentes. Donc, et cette ressource apparaît lorsqu'on porte attention à ce qu'on vit dans le présent, à certaines parties de ce qu'on vit dans le présent, notre expérience intérieure, par exemple nos propres pensées, nos émotions, nos sensations physiques, et aussi ce qui nous entoure, les interactions avec les autres, notre environnement, etc. Alors ça paraît simple dit comme ça d'être attentif à ce qui se passe dans le présent, mais c'est pas simple du tout parce qu'on est dans des sociétés où notre capacité d'attention, elle souffre. Elle est de plus en plus limitée, je pense, avec Alors, les applications et le monde qui nous entoure, la surabondance ouais, d'informations et de notifications. elle est de plus en plus fragmentée en tout cas, et c'est vrai que pour malheureusement beaucoup d'entre nous, sous l'effet des éléments dont tu viens de parler, tout ce qui est digital, les applications, oui, qui sont conçues par des gens qui ont étudié l'art de capter notre attention, la fameuse captologie, mais aussi nos environnements urbains, modernes, avec beaucoup de stimuli, les notifications, etc. Notre attention, en fait, notre attention devient un petit peu une girouette qui s'oriente en fonction du vent des sollicitations. Et finalement, on perd finalement l'habitude de diriger délibérément notre attention vers des choses qui nous intéressent ou vers des choses auxquelles on veut consacrer notre attention. Voilà. Et la pleine conscience peut nous aider à résoudre ça. Et la méditation Et la méditation. En fait, la pleine conscience, c'est une forme de méditation. Et la méditation, plus globalement, on peut considérer que ce sont des exercices qui vont entraîner certaines de nos fonctions cognitives. Et typiquement, la méditation de pleine conscience va nous entraîner à finalement diriger notre attention, l'utiliser consciemment et puis à la piloter et pas être simplement dans cette situation de girouette. Et alors tu fais le lien, et tu le disais tout à l'heure, avec le développement des compétences, avec la formation, ça aide à mieux absorber l'information qu'on a appris lors d'une formation. Tu l'appliques, tu l'as vu au quotidien, comment ça fonctionne concrètement? Alors, ça aide à plusieurs choses. Déjà, il y a le truc un peu basique tu sais, quand on était à l'école avec l'instituteur ou le professeur qui nous disait d'être attentif. Sauf que être attentif, on peut vouloir être attentif, et puis si on ne maîtrise plus notre attention, bien notre attention, on va regarder par la fenêtre, l'esprit vagabonder. En entreprise, c'est pas tellement regarder par la fenêtre, c'est qu'on va être dans une réunion, on va penser à la réunion d'après. On va être formation, on va penser aux choses qu'on a à faire. Et finalement, notre bande passante intellectuelle, elle sera très restreinte pour finalement absorber le contenu de la formation. Ça, c'est un premier effet. Et le deuxième truc, c'est que lorsqu'on est faute d'attention, pas conscient de la façon dont on fonctionne soi-même, c'est très difficile de changer. En tant que responsable de formation, je vois par exemple que toutes les formations qui sont pourtant bien, avec des contenus de qualité, que ça soit en présentiel, en e-learning, en hybride, qu'on propose sur les soft skills, ont un pouvoir transformant sur les gens qui est assez limité. Pourquoi ? Parce que les gens peuvent être convaincus avec les bonnes pratiques qui sont mises en avant, mais ne pas être conscients qu'ils appliquent finalement des pratiques différentes. Je te donne un exemple tout bête. Si tu fais une formation sur la délégation, tous les gens autour de la table vont être convaincus que la délégation c'est super, qu'il faut faire confiance aux collaborateurs, etc. Mais dans les faits, autour de la table, il y a très peu de gens qui sont conscients qu'eux-mêmes ont des problèmes à faire confiance aux autres, qui ont des problèmes de délégation, etc. Donc cette prise de conscience, favorisée par ce travail méditatif, où on regarde finalement ce qui se passe en nous, notamment, eh bien, ça va être un catalyseur de développement, parce que quand on sait d'où on part, c'est plus facile d'aller quelque part. Et donc tu as créé des formations sur ce sujet, en tout cas tu as contribué.
là, je suis en train de t'écouter à la place d'un responsable formation qui se dit, tiens, c'est génial, j'aimerais mettre ça en place pour des équipes. Comment ça marche concrètement? Alors les formations que je propose, ce sont des formations qui se déroulent sur plusieurs semaines parce que la méditation est un entraînement. Donc contrairement à d'autres pratiques comme je sais pas, la relaxation qu'on confond souvent avec la méditation, il n'y a pas d'effet immédiat. On est vraiment dans une logique d'entraînement comme avec un entraînement physique ou sportif. Donc l'attention, on la maîtrise au fil de la pratique. Donc la formation qu'on propose au sein du collectif que j'anime, c'est une formation sur plusieurs semaines. On a un rendez-vous par semaine avec un groupe de collaborateurs. Donc on a 1 heure et demie. Et ensuite, entre les rendez-vous, donc ça dure pendant 8 semaines, et entre les rendez-vous, on a des pratiques de méditation guidée qui leur sont fournies. Et ils s'exercent 10 à 15 minutes par jour de façon indépendante entre les ateliers. Voilà. Et alors, tu as mis ça en place au sein du groupe BNP Paribas, en tout cas peut-être au sein d'une filiale en particulier. Au sein de plusieurs à l'extérieur aussi ou juste à l'extérieur aussi, ok. Et comment ça marche si je suis Bouygues Télécom ou je suis Orange et que je veux mettre ça en place, je te contacte directement. Voilà, super. Et tu montes un programme en fonction d'un nombre de collaborateurs. Exactement, et on fait aussi régulièrement des programmes en inter. Ok. Et c'est alors assez étonnant puisque c'est quelque chose auquel on ne pense pas dans le monde de la formation, la méditation. Je peux exprimer un besoin lors d'un entretien annuel et que ce besoin, du coup, au sein du groupe BNP Paribas, soit « Ok, tu as une formation à la méditation ». Comment on en arrive, c'est la question que je me pose, à se dire « Ok, j'ai besoin de cette formation ». C'est pas naturel en tant que tel, en tout cas, je me mets à la place d'un collaborateur. Non, individuellement, c'est pas évident. En fait, souvent, ça part d'une démarche proactive pour ne rien cacher des responsables de formation, développement des compétences ou des gens qui gèrent les talents. Partant de ce constat que l'attention étant le muscle nécessaire au développement, ne pas travailler ce muscle, c'est finalement passer à côté de beaucoup de choses. C'est un petit peu... les gens se font la réflexion, c'est un petit peu comme vouloir entraîner des sportifs de bon niveau en ne leur donnant que des éléments sur la technique. Je sais pas, t'imagines quelqu'un que tu veux entraîner en saut à la perche, qui tu dis, voilà, alors il faut planter avec tel angle la perche, etc., arriver à une vitesse de X mètres par seconde, et jamais lui faire travailler le foncier, les muscles. C'est un petit peu ça qu'on fait en entreprise. Donc souvent, ça passe par une prise de conscience des responsables de formation qu'il manque un truc, qu'il y a un chaînon manquant finalement dans ce qu'ils proposent. Et après, le modus operandi qu'on a retenu, c'est d'organiser une conférence ou un atelier vraiment découverte pour les gens, dans lequel on explique ce qu'est la pleine conscience, on explique aussi les modalités du programme. Il y a une notion d'engagement dans le programme. L'idée, comme c'est sur 8 séances, c'est pas d'en faire une et puis de faire la 4e, mais vraiment de les faire toutes, comme il y a un nombre de places limité. Donc on explique ce que ça implique pour les gens, et après s'inscrit qui veut. Si la méditation m'intéresse après t'avoir écouté, alors il y a ton livre, Les super pouvoirs de la méditation, il y en a plein d'autres j'imagine. Il y a peut-être aussi des ressources ou des applications, est-ce qu'il y en a que tu recommandes particulièrement? On sait qu'on a plein de ressources à disposition aujourd'hui. Ouais. Moi à titre perso, j'avais essayé le Petit Bambou. Petit Bambou, voilà, c'est ça. Ouais. Qui était peut-être de l'initiation, je ne sais pas à quel niveau, jusqu'à quel niveau ça va, mais qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut découvrir et aller plus loin avant peut-être de se dire tiens, on va lancer une formation? Alors les applications, c'est formidable justement pour découvrir et pour désacraliser un petit peu ce qu'est la méditation, découvrir que c'est finalement quelque chose de simple, qu'on parle d'exercice de l'attention et pas d'un truc mystique ou ésotérique. Donc Petit Bambou, c'est bien fait, Présence, c'est bien fait, Mind, c'est bien fait. Voilà, ça, c'est les applications. Après, dans les faits, on a constaté qu'il y a très peu de personnes qui réussissent à installer une pratique régulière, bénéfique et autonome avec des applications. Et c'est un peu la même chose que toutes les applis de sport. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'utiliser une appli de sport pour faire des exercices. Chaque début du mois de janvier de chaque année, j'y crois. Mais... voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que être dans une dynamique avec un groupe et avoir un instructeur ou une instructrice qui est là pour finalement amener notre attention sur les bons sujets, nous aider en fait dans la démarche, c'est indispensable.
les personnes qui continuent à utiliser dans la durée les applications de méditation, malheureusement, le font souvent simplement en utilisant ça comme voilà, des audios de relaxation. Alors c'est très bien, la relaxation, mais le potentiel de la méditation dans la transformation des gens et dans leur développement humain et personnel est tel que c'est dommage de se limiter à cet aspect-là. Et alors quand on Donc forme, plutôt les programmes. ok. Et quand on forme à la méditation, un peu Mm. comme toi, comment on se tient à jour? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques qui émergent, ou c'est quand même quelque chose de assez historique, la méditation, et tu fais appel à des méthodes Mm. il y a quelques années? Est-ce qu'il y a des nouveautés régulièrement sur lesquelles il faut se former? Alors, il y a le socle de base des programmes de méditation qui fonctionnent, qui ont des résultats dans des publications scientifiques, etc. Il date d'une quarantaine d'années et il mélange à la fois des ateliers et puis ce côté travail de son côté avec des enregistrements de méditation guidés. Ça, c'est vraiment le socle. Après, dans les innovations, il y a surtout des innovations sur les programmes. Le premier programme qui a été créé à 40 ans et qui a posé les fondements de cet apprentissage-là. Avant, on était dans des apprentissages traditionnels avec une dimension spirituelle, etc. C'était autre chose et de fait moins accessible au grand public. Donc il y a des évolutions dans les formats au sens où le premier protocole, il fait 70 heures, le MBSR, il fait 70 heures de pratique. C'est pour beaucoup de gens absolument insurmontable parce que souvent c'est des gens qui sont speed, c'est des gens qui sont engagés dans leur vie professionnelle, personnelle, etc. Donc ils ont besoin de commencer à méditer, mais 70 heures c'est l'Everest. Donc il y a des programmes plus simples, plus courts, qui n'ont pas la même ambition, c'est le cas du programme du livre, mais qui sont un marchepied vers une pratique. Donc l'innovation elle est surtout là-dessus. Et puis, il y a aussi beaucoup de programmes plus thématiques. Par exemple, en ce moment, il y a un programme dont on commence à parler qui est spécifiquement conçu pour aider les publics TDA et TDAH. Qui veut dire Troubles du déficit de l'attention, okay. Avec ou pas. Voilà. TDAH. Et le H, je n'ai plus le handicap, H. Ouais, je n'ai plus le H. Handicap, ok. TDA et TDAH. Ouais, et la question qu'on peut se poser aussi, c'est le ROI, le retour sur investissement personnel. Comment tu le calcules dans les programmes de formation que tu mets en place? Comment tu mesures l'impact, comme toute formation, de ce qui a été délivré? J'imagine que comme toute formation, c'est difficile à mesurer, à chiffrer, mais est-ce que vous avez fait ce travail un an ou 2 ans plus tard d'aller... C'est pas évident. En fait, là, il y a une mesure, mais qui est imparfaite, c'est les questionnaires avant-après. Voilà, lorsqu'il y a des études scientifiques, donc quand ce sont des scientifiques qui mènent des études, on a des groupes témoins et puis il y a des groupes qui suivent les programmes avec des questionnaires. Il y a aussi un certain nombre d'échelles pour mesurer la capacité de pleine conscience, d'attention, le niveau de stress, etc. Donc c'est ça essentiellement qui est utilisé. Mais tu as raison de le dire, en fait, dans la formation en entreprise, très honnêtement, on le fait relativement peu. Ce qui est mesuré, c'est la satisfaction des gens. À part si le formateur est nul, les gens sont toujours contents, même si ils n'en retirent pas grand-chose. Donc oui, on a des moyens de mesurer. Est-ce qu'on le fait vraiment? Pas toujours. Ok. QVCT, responsable QVCT, Ouais. je reviens sur ce sujet au sein de la BNP Paribas Asset Management. C'est quoi la QVCT au sein de cette filiale? C'est-à-dire que tout au long de l'année, qu'est-ce que vous mettez à disposition? Alors j'imagine que c'est un des axes que tu proposes, la méditation, la pleine conscience. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Comment ça s'organise une année au sein de ce la QVCT, déjà, on intervient sur plusieurs champs relativement différents. Le premier champ, c'est l'environnement de travail physique et virtuel. Alors physique, voilà, il faut être bien installé, truc de base, confort, luminosité, au niveau sonore, etc. Alors, je t'interromps juste 2 secondes. QVCT, on va quand même préciser à quoi ça correspond pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qualité de vie et des conditions de travail. Merci. je laisse la parole. Donc il y a tout ce qui est immobilier, donc en lien avec les équipes moyens généraux qui font souvent dans les boîtes un super travail. Environnement digital, donc en lien avec tous les gens qui sont là pour te fournir les outils informatiques. Un truc tout bête, mais
Depuis notre fameuse pandémie, on est tous massivement en télétravail, en tout cas beaucoup en télétravail. On est tous dotés d'outils type Teams, Zoom, etc. On ne mesure pas à quel point le fait d'avoir ces notifications branchées tout le temps a un impact sur la capacité de concentration des gens, sur leur niveau de stress et sur leur bien-être. Donc le fait de sensibiliser les gens au fait qu'on peut paramétrer ces outils, le fait de les paramétrer par défaut, le fait de ne pas avoir par exemple des réunions d'une durée par défaut d'1 heure mais de 50 minutes pour pouvoir faire une pause, super important. Donc premier pôle, environnement de travail. Deuxième pôle, la qualité du management. En général, le désengagement, le fait de quitter un job, c'est lié à quoi? 90% des cas, c'est lié au manager. On quitte rarement une entreprise, on quitte souvent un manager. Donc le fait d'aider les managers à adopter des bonnes pratiques et à avoir aussi les ressources pour mettre en œuvre ces bonnes pratiques, il ne suffit pas de le savoir dans la tête, mais il s'agit d'être capable de vraiment de les mettre en œuvre. Ça, c'est une partie essentielle aussi du boulot. On a après tout un volet sur la conciliation entre vie pro, vie perso, avec les accords de déconnexion, avec les accords autour du télétravail, etc. etc. Et puis enfin un dernier volet sur le fait d'adopter un mode de vie sain. Alors pour ça, dans les initiatives, on va avoir des choses, par exemple des nudges pour inciter les gens à prendre les escaliers. On va être attentif à ce qui est proposé dans le restaurant d'entreprise, que ça soit sain, équilibré, etc. On va sponsoriser les adhésions à des clubs de sport pour que les gens puissent faire de l'exercice. On va proposer des salles avec des cocons de micro-sieste pour les gens qui veulent faire des choses. C'est quelques exemples, il y en a plein, mais ça tourne autour de ça. Et puis le dernier pôle sur lequel la QVCT intervient, c'est la création du lien entre les gens. Le meilleur protecteur, la meilleure protection face au stress dans les entreprises, c'est le lien social. Et encore une fois, malgré tous les avantages du télétravail, ça a eu tendance un peu à déliter ce lien, à l'affaiblir un peu, parce que les gens se voient moins physiquement. BNP Paribas, j'imagine qu'il y a une politique télétravail différente entre le siège et les agences, mais il y a une politique télétravail assez classique, 2 jours, 3 jours. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est 2 jours et demi pour les gens qui le souhaitent. Ok. Et alors en termes En d'animation, accord avec donc le manager. beau programme en tout cas tout au long de l'année pour animer aussi autour de ces thématiques, la QVCT. Vous poussez des contenus de formation, vous créez des contenus, vous animez de manière digitale et présentielle. Comment ça se matérialise, tout ce que tu viens de nous citer? En fait, nos canaux pour la formation, c'est les canaux classiques. On fait du learning, on fait du blended, et puis on fait également du présentiel. Justement, en fait, le présentiel qu'on avait eu tendance à mettre un de peu côté. abandonner, aujourd'hui, on est beaucoup plus blended et on revient pas mal sur du présentiel, justement parce que ça contribue aussi au lien. Voilà, donc, puis c'est des modalités différentes. Toutes les modalités asynchrones, elles sont super. On a 10 minutes, on peut se former sur un truc qui nous intéresse. On va aller choper le contenu comme sur ta plateforme. On a par contre envie de développer, vraiment de se consacrer à un point. Et bien, on va s'inscrire à quelque chose qui est en format blended avec un enseignant de manière synchrone et puis asynchrone entre les séances. Et alors même si la QVCT, c'est pas une seule semaine, j'imagine qu'il y a la semaine de la QVCT qui est le temps fort, où vous communiquez d'une manière différente ou pas? Alors ça dépend. En fait, on a des politiques un peu différentes en fonction des entités du groupe. Au niveau du groupe, oui, il y a une semaine de la QVCT. Dans mon entité, on diffuse les choses qui sont proposées par le groupe, mais on essaie de faire des choses toute l'année. Tu sais, c'est un peu... C'est mon opinion perso, mais pour moi, c'est un peu comme la journée de la femme, en fait. C'est à partir du moment où il y a une journée de la femme, c'est qu'il y a un sujet. Voilà, c'est qu'on n'est peut-être pas assez attentif le reste de l'année. Pour moi, la QVCT, c'est toute l'année. Mais malgré tout, c'est une bonne opportunité, oui, de communiquer, ouais. Notamment de présenter des choses. Parce que dans la QVCT, il y a tout ce que l'employeur met en place, et dont j'ai parlé pour que les gens soient dans les meilleures conditions de travail possibles. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut faire pour soi. Donc, dans la semaine de la QVCT, c'est peut-être justement l'occasion de présenter la salle de sport qui est sponsorisée, de parler de pratiques qui sont inconnues, la méditation, pleine conscience, par exemple, des choses comme ça. Donc, de faire découvrir à des gens des pratiques qui peuvent leur faire du bien. Ok.
Allez, on va passer au Fast and Curious. Merci Fast en tout cas and pour tout Curious. ce Merci à partage toi. et je rappelle le nom de ton livre, Les super pouvoirs de la méditation. Si je ne me trompe pas, qu'on mettra en descriptif du podcast pour ceux que ça intéresse. Le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est des questions, 6 questions très exactement, et des moments de partage, puisque tu vas nous partager des ressources, ta vision, le futur invité du Learning Club. Et on commence tout de suite avec la première question. Si tu devais décrire le futur de la formation avec un mot, un seul, qu'est-ce que tu nous dirais? L'attention, c'est la clé, En lien avec ce podcast, bien évidemment. en lien avec ce podcast. Un outil de formation que tu souhaiterais partager à nos auditeurs? Alors, outil pour tout faire, mais que je trouve puissant dans le cadre de la formation, c'est les outils de mind mapping, de carte mentale. Moi, j'utilise Xmind depuis des années. Quand je dois apprendre un truc, quand je dois former des gens aussi de façon simple et rapide, je trouve ça incroyable. Donc, Ok. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une représentation visuelle de concepts ou d'idées par des systèmes de branches qui permet aux gens de faire des associations. C'est pas mal pour les brainstorming ou pour travailler sur des sujets. On a C'est déjà top pour utilisé. les brainstorming, c'est top quand tu as des interventions orales à faire, c'est top quand tu veux approfondir un sujet, réviser des choses. Voilà, le mind mapping. Très clair. Un livre ou un podcast? Pas le droit de nous parler de ton livre, bien évidemment. Un Non. livre ou un podcast que tu recommanderais, que tu as écouté ou lu Alors, récemment? alors, un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps qui s'appelle Les profils émotionnels de Richard Davidson. Alors, Davidson, c'est un psychologue neuroscientifique américain assez renommé qui a une vie incroyable. C'est le premier à avoir eu l'idée pour tester justement les effets de la méditation sur l'esprit, d'aller mettre des électrodes sur le crâne des moines au Tibet, en Inde, qui avaient des milliers d'heures de méditation. Et dans ce bouquin, Les profils émotionnels, en fait, il déconstruit pas mal de choses, notamment par rapport aux catégories dans lesquelles on peut enfermer les gens. Donc il a dans son bouquin mis en avant 6 dimensions émotionnelles, et en fait la façon dont nous fonctionnons serait la résultante d'après lui, de notre positionnement sur ces 6 dimensions émotionnelles. Je trouve ça assez brillant comme idée, assez révolutionnaire. Intéressant et très beau teasing. Donc on le rajoutera aussi en descriptif du podcast. Un podcast, non, un influenceur, un blog ou un site que tu souhaiterais nous recommander, ou plusieurs. Tu as le choix. Alors, il y a un site que je trouve très intéressant qui s'appelle The Conversation, qui est en fait un site où on va faire de la vulgarisation de sujets universitaires ou scientifiques. Et la vulgarisation est faite non pas par des journalistes, mais par des universitaires ou des scientifiques. Donc, il y a plein de choses très différentes qui sont abordées. Mais à chaque fois, ça s'est fait avec beaucoup de rigueur, en s'appuyant sur des études récentes. Et en termes, enfin, au niveau quali, c'est certainement mieux que plein de choses qu'on voit dans des journaux plus grand public qui abordent ces thèmes-là. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Xavier? Attends, on est vivant déjà, c'est une chance Oui. incroyable. Non, mais c'est une vraie réponse, en fait. C'est une vraie réponse. On a cette chance incroyable, et ça va pas durer. Donc, Ça passe vite. Ça passe vite, ouais, ça passe vite. Donc ça, c'est bien. Et puis aussi, peut-être, mais dans un deuxième temps, le fait d'avoir une influence que j'espère positive sur des gens. Quand on enseigne quelque chose comme la méditation, ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même très régulièrement des feedbacks d'anciens participants à nos programmes qui nous disent que leur vie, elle est mieux après qu'avant. Et ça fait du bien. Ok, super. Et la dernière question de ce podcast, qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans un futur épisode du Learning Club? Pour creuser autour de ce sujet de l'attention, il y a deux neuroscientifiques qui en parlent. Enfin, il y en a plein qui en parlent bien, mais je pense à Grégoire Bortz qui fait un podcast sur France Inter autour justement des neurosciences et de l'apprentissage. Et puis le second, c'est Jean-Philippe Lachaud, qui est également un neuroscientifique et qui a fait pas mal de choses autour de l'attention.
Voilà, donc pour les personnes, si des auditeurs du podcast veulent creuser ce point, il faut que tu les invites. Et bah dites-nous en tout cas, après avoir écouté cet épisode, si ça vous intéresse, on les contactera. Merci Xavier d'avoir passé ces 30 minutes avec nous pour nous parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, notamment dans le cadre de la formation, du Learning Club en particulier. Donc merci pour tes éclairages. Si on veut poursuivre les échanges avec toi, LinkedIn est ton moyen de communication privilégié. LinkedIn ou via le site mindfulatwork.fr qui est le site qui présente l'offre qu'on propose en entreprise. Très clair. Et merci encore et merci à Clément. tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club. À très bientôt. Merci de m'avoir invité Clément. Bonne journée.